Voilà, donc eh bien, on va faire une sorte de tour d'horizon de l'actualité depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc dans les pays de la zone post-soviétique. Alors, on peut commencer, je pense, par les événements en Biélorussie, ou la République du Bélarus dans son nom officiel. Il y a eu donc des élections présidentielles le 6 août dans ce pays, et on a vu donc des manifestations qui ont suivi, massives au début et puis moins massives ensuite, qui ont contesté cette élection. Alors, Alexandre Loukachenko, l'actuel président donc, de ce pays, est au pouvoir depuis 1994. Il a été donc élu à l'époque démocratiquement, mais donc il a connu une sorte d'usure du pouvoir. Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir, et il y a des forces étrangères qui ont soutenu un mouvement d'opposition en Biélorussie. Vous avez donc, si vous prenez une carte, vous voyez que la Biélorussie est entourée par 4 pays. Au nord, vous avez les pays baltes, mais essentiellement la Lituanie. À l'ouest, on a la Pologne. Au sud, on a l'Ukraine. Et à l'est, on a la Russie. Alexandre Loukachenko, donc, comme je l'ai dit, a été élu en 1994. L'indépendance biélorusse a été une indépendance en fait par effraction. L'indépendance donc de la Biélorussie a été officiellement déclarée à la fin du mois d'août 91. Et cette indépendance en fait a pas été très bien assumée par le pouvoir biélorusse, étant donné que on n'a pas fait comme en Ukraine un acte d'indépendance, mais on a reconnu la déclaration sur la souveraineté de la Biélorussie comme ayant une valeur constitutionnelle. Hein, c'est un peu pour brouiller les cartes, pour dire on est indépendant mais pas vraiment, mais parce que la Biélorussie a cette caractéristique que des 3 républiques slaves, elle était la plus attachée à l'Union soviétique. 3 exemples pour cela. Les élections multipartites de 1990 avaient donné aux communistes une plus que majorité, avaient donné un poids écrasant de 90% des voix. Et 10% allaient au parti d'opposition qui était le Front populaire biélorusse. Donc vous voyez déjà, alors que par exemple en Russie c'était 75-25 et qu'en Ukraine on était à 72-28, 72% pour les communistes, 28% pour les autres forces démocratiques et indépendantistes. Là, en Biélorussie, on a 90-10, donc on a des communistes qui sont vraiment complètement au pouvoir. On a un deuxième fait qui nous dit que c'était la République la plus attachée à la survie de l'Union soviétique. C'est que lors du référendum de mars 1991, convoqué par Gorbatchev pour savoir si le peuple souhaite le maintien de l'Union soviétique, à la question donc « Voulez-vous maintenir l'Union soviétique dans un cadre rénové ?» Eh bien, les Russes disent à 77% oui, à 23% non, les Ukrainiens 75% oui, 25% non, et les Biélorusses, eux, sont à 83% oui et 17% de non. Donc c'est pareil, vous avez la plus forte proportion d'adhésion à l'Union soviétique à ce référendum de mars 91. Et cela va se traduire dans les élections donc, présidentielles de 1994, parce que arrive en tête au deuxième tour, non pas un candidat, entre guillemets, pro-russe ou crypto-soviétique, mais on a 2 candidats pro-russes qui sont au deuxième tour. Le premier, donc, c'est Alexandre Loukachenko, qui est sur une teinte, en fait, qui veut une union sur la Russie, mais sur une base, je dirais, néo-soviétique. Et vous avez Stanislav Kibic, qui est le Premier ministre de l'époque, qui est un nomenclaturiste communiste tout à fait fidèle à ce type de personnage, qui lui milite pour une union économique avec la Russie,
mais sur une base, je dirais, plus libérale. On dira ça comme ça. Et donc donc vous n'avez aucun finaliste qui est sur un programme nationaliste ou sur un programme indépendantiste ou de rupture des relations avec la Russie, vous appellerez ça comme vous voulez. Et Loukachenko arrive au pouvoir donc en 1994. En 1995, il fait un référendum, pareil, qui n'est pas contesté. Enfin, les nationalistes biélorusses disent qu'il n'est pas conforme parce que dans la forme, Loukachenko n'avait pas les pouvoirs pour le déclencher, peu importe. Le résultat, lui, n'a pas été contesté. Les Biélorusses votent pour, le rétablissement de la peine de mort, qui avait été suspendue par son prédécesseur Stanislav Shushkevich. Il donc fait adopter l'union avec la Russie comme voie politique, enfin comme donnée principale de la politique étrangère de la Biélorussie. Il fait voter un autre référendum qui change les symboles nationaux du pays, c'est-à-dire que dans l'époque post-soviétique, ça va être important, on avait adopté le drapeau blanc, rouge et blanc, à 3 bandes blanches, rouges et blanches. Et bien là, par référendum, Alexandre Loukachenko fait adopter un nouveau drapeau qui est rouge-vert avec ce qu'on appelle l'ornement traditionnel, qui était en fait le drapeau de l'époque soviétique auquel on a enlevé la faucille et le marteau et l'étoile rouge. Et enfin, dernière décision, il fait adopter le principe dans la Constitution de l'égalité linguistique entre le russe et le biélorusse, qui sont donc les 2 langues officielles du pays depuis cette date. Parce que, cela faisait miroir donc à la politique, je dirais, de la majorité du Soviet suprême biélorusse, donc le Parlement issu de ces élections communistes, dont bon nombre de députés avaient retourné kazakh, les uns étaient devenus des libéraux pur sucre, les autres étaient devenus des sociodémocrates à forte teinte nationaliste, d'autres enfin étaient devenus des pro-occidentaux, et le pouvoir biélorusse, ce Parlement avait fait adopter un certain nombre de mesures, notamment il était prévu un plan visant à réduire le poids de la langue russe en 2000. Donc c'était donc un plan de promotion de la langue biélorusse et de discrimination linguistique à l'égard des locuteurs russophones, un peu à l'image de ce qu'on a vu en Ukraine. Et donc Alexandre Loukachenko va déployer cette politique dont les bases ont été données dans ces référendums de 1995. Il va changer la constitution en 1996, ce qui donne d'ailleurs une crise politique, la première grande crise politique de la Biélorussie indépendante, où il veut faire un régime, je dirais, hyper présidentiel, alors que la constitution de 1994, on en reparlera, est une constitution parlementaire, voire parlementariste. Elle ressemble un peu à notre constitution de la 4ème République, donc avec un parlement très fort et un président avec très peu de pouvoir. Loukachenko, lui, veut ramener les pouvoirs à la présidence, enfin veut transférer les pouvoirs à la présidence, et il fait adopter cette nouvelle constitution par référendum. Le Soviet suprême, donc le Parlement, lui refuse en fait le fait d'organiser ce référendum. On a une sorte de bataille rangée entre le Parlement et ceux qui le soutiennent dans les rues, et le président Loukachenko avec les forces de l'ordre qui investissent le Parlement. Ça fait, comment dire, des désordres, des troubles à cette époque-là. Il y aura une médiation de la Russie d'ailleurs dans cette crise politique pour la résoudre, parce que le Parlement vote l'impeachment d'Alexandre Loukachenko, et le deal en fait c'est que le Parlement abandonne son impeachment d'un côté et Loukachenko abandonne l'idée d'un référendum de l'autre. Le Parlement va lever l'impeachment, mais Loukachenko maintiendra le référendum, et le référendum va se tenir en 1996, et Loukachenko remporte la partie avec un oui franc et massif.
cette réforme constitutionnelle. Et depuis donc 1996, Loukachenko gouvernait ce pays avec des élections tous les 5 ans présidentielles, qui étaient contestées par l'opposition. L'opposition donc manifestait, le pouvoir envoyait la police, on réprimait ces manifestations avec deux, trois coups de matraque, une nuit au commissariat, et puis au bout de quelques jours, l'agitation se terminait. Finalement, l'opposition n'avait pas de vraie base, enfin avait une base sociale très étroite, et le pouvoir arrivait facilement à contrôler les choses, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le régime de Loukachenko, dans ces années-là, jusqu'en 2014 à peu près, le régime de Loukachenko arrive à augmenter le niveau de vie des Biélorusses de façon constante et de façon assez stable. Et donc vous avez la grande majorité des Biélorusses qui se contentent d'avoir ce régime avec un président qui parfois fait des petits écarts de langage parce que c'est un directeur de Sovkhoz à l'époque soviétique qui a été propulsé au devant de la scène politique de ce pays, alors que si l'URSS était resté en place, il serait resté un bureaucrate communiste, enfin il serait devenu peut-être ministre de l'agriculture de la Biélorussie au maximum. Là, il s'est retrouvé président du pays. D'ailleurs, il s'est retrouvé président face à la faillite en fait du système du camp d'en face. C'est-à-dire que quand Loukachenko devient président en 1994, l'économie biélorusse est dans un état pitoyable. On a du rationnement encore sur tout un tas de produits. La Biélorussie, comment dire, le salaire moyen est à $20. Et la plupart des salaires, notamment des fonctionnaires, ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Donc, face à la faillite du régime des partis et à cette nomenclatura communiste qui s'est reconvertie en nomenclatura pro-occidentale, Loukachenko avait promis justement aux Biélorusses le plein emploi, des salaires, peut-être pas des salaires qui ne seront pas des salaires occidentaux, mais qui seront stables, qui seront payés et qui seront augmentés de façon progressive. Et il avait promis aussi, bien sûr, le rétablissement du paiement des retraites pour les retraités, et un programme, je dirais, de réinvestissement dans l'agriculture biélorusse, qui avait été complètement mise par terre par les réformes économiques des années 1991-1994. Et tout le programme a été tenu. Et comme Loukachenko avait tenu ses promesses, que le niveau de vie général des Biélorusses augmentait, que le pays est celui qui a le plus bas niveau de corruption dans tous les pays d'ex-URSS, pays baltes compris, c'est quand même un régime, c'est une accusation qu'on ne pouvait pas faire au régime. D'ailleurs, ce bas niveau de corruption se voit tout de suite quand vous allez en Biélorussie, c'est que si vous comparez les routes en Ukraine, en Russie et en Biélorussie, vous voyez tout de suite où on vole l'argent du budget des routes. Voilà. Quasiment complètement en Ukraine parce que les routes sont complètement défoncées. Un peu en Russie parce qu'elles sont pas très bien entretenues. Et quasiment pas du tout en Biélorussie parce que les routes sont belles, bien entretenues, et ça se voit tout de suite au premier œil. Et pareil pour l'entretien des bâtiments publics et l'efficacité aussi du système de sécurité, par exemple. Voilà, la Biélorussie se caractérise par un très bas niveau de criminalité qui est à mettre au crédit du régime là aussi. Donc, dans cette ambiance, comment dire, de pays sûr, où le niveau de vie s'accroît, et où on voit bien que le vecteur de Loukachenko, qui a été donc l'union avec la Russie,
des relations économiques très étroites avec la Russie, qui achète 50% des produits, qui représente 50% des exportations biélorusses, entre 50 et 60% suivant les années, et que ce redécollage économique en fait, des années 95-2015 est dû essentiellement à deux choses, donc la reprise en main et le contrôle de l'économie, et notamment des circuits, je dirais, d'investissement par l'État biélorusse, couplé à un bas niveau de corruption, et troisièmement, le fait que la Russie reconnaît la bonne relation avec la Biélorussie en lui octroyant des livraisons de produits d'hydrocarbures avec un prix promotionnel, dirons-nous, eh bien tout ça a fait le miracle économique de la Biélorussie. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez, je crois encore ce mois-ci, Alexandre Loukachenko est l'homme politique étranger qui a le plus haut taux de popularité en Ukraine. Hein, donc ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas un homme politique européen, ce n'est pas Angela Merkel, c'est Alexandre Loukachenko. Donc, parce que les Ukrainiens voient comment on vit chez leurs voisins, ils voient comment ils vivent chez eux, et il n'y a pas photo entre les deux. Donc, le problème, la Russie, premièrement, depuis 2014, n'a plus les moyens d'être aussi généreuse avec la Biélorussie, du fait de la baisse des cours des prix du pétrole et du gaz, et aussi parce que la guerre en Ukraine a amené des sanctions économiques contre la Russie, qui a dû resserrer ses financements autour de ses propres besoins. Et en plus, la Russie a dû, du fait de la guerre en Ukraine, investir dans des secteurs pour pallier à l'arrêt des livraisons ukrainiennes, je pense notamment dans le secteur militaire, de l'industrie militaire. Eh bien, la Biélorussie a vu, je dirais, ses privilèges économiques baisser sensiblement de la part de Moscou. Deuxièmement, Alexandre Loukachenko, pour pallier à cela, a décidé de faire sa politique dite de diplomatie tous azimuts, ce qu'on appelle en russe la mnogovektorная politika. C'est-à-dire qu'il est allé faire des mamours à la Commission européenne à Bruxelles, que la Commission européenne a décidé donc lui a dit libérer les prisonniers politiques, c'est-à-dire les leaders de l'opposition qui avaient été emprisonnés en 2010 suite aux manifestations, suite aux élections. Le président Loukachenko avait royalement libéré ces personnes-là, les Statkevich et autres. Et suite à cela, l'Union européenne avait décidé de lever les sanctions, et on avait décidé d'ouvrir la politique du partenariat oriental à la Biélorussie. Le partenariat oriental, c'est ce projet polonais au sein des institutions européennes qui vise à créer une ceinture d'États hostiles à la Russie dans les États post-soviétiques du pourtour européen de la Russie. Et Loukachenko donc disait je reste l'allié des Russes, mais je veux aussi être l'ami des Européens. Les Européens disaient Alexandre Loukachenko, c'est pas vraiment notre tasse de thé, mais il est là, et puis c'est un homme de bonne volonté. Et vous aviez enfin donc les Américains qui voyaient cela plutôt d'un bon œil et qui avaient décidé de rétablir leurs relations diplomatiques avec la Biélorussie. Hein, ils s'apprêtaient même d'ici quelques mois à ouvrir leur ambassade, mais je pense que c'est compromis. Et deuxième chose, Alexandre Loukachenko, donc, pour montrer sa bonne volonté aux Européens, en plus, va autoriser un certain nombre d'ONG européennes à agir sur le territoire biélorusse de façon très contrôlée et très homéopathique, mais notamment la fondation Konrad Adenauer, donc, qui est le bras armé de la politique de soft power allemand, qui pour moi d'ailleurs
soit dit en passant, a un rôle aussi néfaste dans l'espace post-soviétique que l'Open Society de George Soros, qui joue un peu le rôle d'épouvantail parfois. Et on va avoir donc cette sorte de lune de miel entre le régime de Loukachenko et les Européens, jusqu'aux élections. Alors, ces élections, donc, arrivent dans un contexte où Loukachenko n'a plus le soutien à 100% de la Russie. Ce qui lui pose un léger problème, c'est que son électorat, lui, continue à être pro-russe. Et donc, son électorat est un peu perdu. Il se dit, s'il y a une voie pour Loukachenko, ça reste être une voie pour l'amitié avec Moscou ou pas? Vous avez deuxièmement, au sein du pouvoir biélorusse, la fraction, je dirais, favorable aux réformes et à l'ouverture économique, qui est en partie soutenue par une partie de l'appareil d'État russe, donc qui va faire monter un candidat dans les 8 à 10 mois avant l'élection, qui s'appelle Viktor Babariko, qui est le patron de la Biel-Gazprom-Bank, c'est-à-dire la filiale biélorusse de la Gazprom-Bank, la banque de Gazprom, comme son nom l'indique, hein, le géant gazier russe. Et donc, Viktor Babariko a derrière lui des soutiens politiques à Moscou, hein, German Gref par exemple, hein, le patron de la caisse d'épargne russe qui s'appelle la Sberbank. Et puis aussi à Minsk, il est soutenu de façon à peine dissimulée par l'ancien Premier ministre d'Alexandre Loukachenko qui s'appelle Sergei Roumas, qui avait préparé un plan de réforme et d'ouverture économique qui avait été refusé par Loukachenko parce qu'il entraînait trop de pertes d'emplois au nom de l'amélioration de l'efficacité économique et des gains de productivité. Donc, vous aviez donc cet acteur-là, Babariko, qui profitait du fait que le niveau de vie de la classe moyenne biélorusse était en train de stagner depuis 2014. Hein. Il ne s'était pas effondré, mais il était en train de stagner alors qu'il avait augmenté dans les années précédentes. Et donc depuis 2014, vous aviez une sorte de plateau du PIB et du salaire moyen biélorusse, en fait, en rouble biélorusse constant. Et ça a amené cette classe moyenne à commencer à dire, mais voilà, ce régime ne nous apporte plus la satisfaction qu'on avait auparavant, peut-être que la direction n'est pas la bonne, et Viktor Babariko est arrivé en disant, mais moi je vous promets un plan de réforme, dans lequel, avec de la libéralisation, et puis, vous, la classe moyenne, vous, les winners de la société, vous allez gagner plus d'argent parce qu'on vous donnera plus. Et puis, les perdants, ils auront qu'à ouvrir un café ou un restaurant pour subvenir à leurs besoins. Voilà. Et c'était le discours à gros traits. Ça séduit une partie de la classe moyenne, hein, il faut bien le dire. Soutenu donc par cette coalition dont je vous disais, cette coalition, cette coalition, je dirais, pro-russe de droite, on l'appellera comme ça, et Viktor Babariko commence à avoir beaucoup de supporters. Vous avez, et surtout, contrairement au leader d'opposition des années précédentes, lui, il ne parle jamais il ne parle jamais de changement de la politique linguistique, il ne parle jamais de changement des symboles nationaux, et il ne parle jamais de remise en cause de la relation russo-biélorusse. Donc, c'est-à-dire les trois marqueurs qui incitent en général l'électorat à voter pour Alexandre Loukachenko. Alors que les candidats d'opposition des années précédentes, les stars de l'opposition des années précédentes, que ce soit Milinkevich ou Statkevich, par exemple, disaient toujours primauté de la langue biélorusse en Biélorussie, la Biélorussie doit être un pays de l'Union européenne,
Et troisièmement, on rétablit les symboles nationaux de 1991 et d'avant, le drapeau blanc, rouge, blanc. Donc, Viktor Babariko va se retrouver, Loukachenko voyant la menace mortelle pour son régime, donc de ce candidat de Viktor Babariko, décide donc d'envoyer sa police économique dans la Gazprom Bank, dans la belle Gazprom Bank. Quand on cherche, il trouve des malversations réelles ou supposées, peu importe, et Babariko se retrouve en prison avec le top management de sa banque. D'un autre côté, vous avez une deuxième figure qui sort, qui est construite par l'Internet, mais là, lui est plutôt parrainé par la Pologne et la Lituanie, plus la Lituanie que la Pologne d'ailleurs, c'est Sergueï Tikhanovski. Alors Sergueï Tikhanovski, lui, il est plus dans les canons de l'opposition biélorusse habituelle. Il est même plutôt dans une filière, je dirais, d'opposition à l'ukrainienne, c'est-à-dire que lui a un discours ouvertement russophobe, ouvertement pro-occidental, et ouvertement favorable à la thérapie de choc. Alors que Babariko, par exemple, sur les réformes économiques, il dit la même chose, mais il le dit de façon beaucoup plus voilée. Par exemple, il ne dit jamais on va faire des plans de il ne dit jamais on va faire des plans de licenciement dans les entreprises d'État. Il dit on va les restructurer. Hein, alors que Sergueï Tikhanovski, lui, il dit on va les privatiser, carrément. Voilà. Donc, et Sergueï Tikhanovski, pareil, est considéré comme un concurrent moins sérieux que Babariko, mais sérieux, et parce que historiquement, le discours de Sergueï Tikhanovski, il rassemble, les jours de grand vent, 10% de l'électorat biélorusse, 12 maximum, mais ça peut être un réservoir d'appoint dans un deuxième tour. Un candidat Babariko qui ferait 30, 40%, et puis plus des petits candidats qui contraindraient Loukachenko au deuxième tour. Donc, pareil, Sergueï Tikhanovski va se retrouver en prison, notamment pour avoir, je crois, on l'a accusé d'avoir insulté les symboles nationaux, et puis on l'accuse aussi de... comment ça s'appelle en français, diffamation, voilà. Et on l'a accusé de diffamation. Donc, Sergueï Tikhanovski aussi en prison. Donc, l'élection présidentielle voit le nombre de candidats fondre comme neige au soleil face à Alexandre Loukachenko. Et enfin, vous avez le troisième qui était un peu moins sérieux que les deux autres, mais qui pouvait risquer de contraindre Loukachenko au deuxième tour, c'était Sergueï Tsepkalo. Sergueï Tsepkalo, qui lui est poussé plus par Kiev, est un cadre du régime de Loukachenko. Il a été ambassadeur de Biélorussie à Washington. Il a été le premier et le seul ambassadeur de Biélorussie à Washington. Ensuite, il va continuer sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Et enfin, il est devenu ministre, je crois, de la technologie, et il a dirigé le parc technologique, donc dans la périphérie de Minsk, hein, là où on avait localisé, je dirais, toute la sphère des high-tech biélorusses, qui avait été d'ailleurs promue par Loukachenko quand Sergueï Roumas était Premier ministre. On leur avait donné des exonérations d'impôts, tout un tas de facilités. Hein, pour ceux qui savent, World of Tanks, par exemple, c'est produit en Biélorussie, et c'est un résultat de la politique de Loukachenko de promotion du secteur de la haute technologie. Et donc, Tsepkalo, pareil, soutenu par les industries de la high-tech biélorusse, et soutenu aussi en sous-main par Kiev,
Lui, donc, pareil, sur un programme libéral, d'ailleurs, qui est un peu entre les deux autres, en fait, voilà. C'est pas vraiment... avec plus une coloration d'investissement dans l'éducation et dans les hautes technologies. Et donc, lui, pareil, on ouvre une enquête contre lui, on trouve des malversations dans la gestion du parc technologique dont il était le directeur, et hop. Lui, par contre, il ne va pas en prison parce qu'il fuit à l'étranger avant, hein. Il passe quelques jours à Moscou, puis se retrouve en Ukraine, hein, où il fait un exil doré entre Kiev et Varsovie. Donc, ces trois acteurs, donc les trois, je dirais, champions de l'opposition, sont disqualifiés avant même que l'élection ait commencé. C'est là donc qu'arrive la grande, la belle Svetlana Tikhanovskaya, donc, qui est la femme donc, de Sergei Tikhanovsky, qui pense que le chemin de Damas, de la libération de son mari, passe par une opération politique. Hein, et donc elle devient candidate à sa place. Elle obtient les signatures facilement. Hein. Il faut savoir qu'en Biélorussie, contrairement à la France, vous n'avez pas 500 signatures d'élus, c'est un régime dictatorial beaucoup moins démocratique que le nôtre. Hein. Il faut rassembler, je crois, 50 000 signatures de citoyens. Hein, voilà, donc démocratie d'un côté et dictature de l'autre. Hein. Donc, je crois, c'est 15 000 ou 50 000, je ne me rappelle plus. Enfin bref, il faut des signatures de citoyens pour se présenter à l'élection présidentielle en Biélorussie. Elle rassemble les signatures. D'ailleurs, les séances où elle collecte les signatures rassemblent des milliers de personnes, surtout à Minsk, dans la capitale. Hein, vous avez donc toutes ces personnes de la classe moyenne dont elle devient l'héroïne. Et puis vous avez aussi, on commence à voir de nouveaux acteurs qui arrivent dans le paysage, ce sont les chaînes Telegram. La plus connue s'appelle Nierta. Donc ces chaînes Telegram émettent depuis l'étranger en général, et Nierta émet depuis Varsovie. Hein, on en reparlera parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Et bref, la campagne, et donc Svetlana Tikhanovskaya devient officiellement candidate unie de l'opposition. Elle qui était, comment dire, une mère de famille sans histoire, elle rassemble aussi les états-majors électoraux donc, de Tsepkalo, dirigé par sa femme Veronika, et de Babariko, dirigé par Maria Kalesnikova. Et donc, ils font une campagne qui va se caractériser par le fait que les rassemblements, vous allez avoir des rassemblements de plusieurs milliers de personnes, les meetings vont être assez scénarisés, avec une musique, une chanson qui s'appelle Turmi Mori qui va tourner en boucle. On va avoir donc les chaînes, l'internet va être mis à contribution à plein pour faire la campagne, pour remplir les salles, pour faire les meetings, beaucoup de meetings en plein air d'ailleurs. Et on va trouver un signe de ralliement, qui est le logo, donc Lyubim Verim, enfin, Lyubim Mojan, pas Mojan, hein, qui est donc le slogan. Et donc, nous aimons, nous y croyons, nous vaincrons. Voilà. Et Loukachenko, lui, va faire une deuxième erreur. Donc, première erreur, c'est de brouiller avec Moscou. Et d'ailleurs, la brouille avec Moscou va aller si loin que Loukachenko va accuser Moscou d'avoir envoyé des mercenaires en Biélorussie 2 semaines avant les élections, 2 ou 3 semaines, je crois, 2 semaines, avant les élections pour faire dérailler le processus électoral. Finalement, d'ailleurs, aujourd'hui, on sait que c'est Kiev
qui a fait cette opération-là, hein, de déstabilisation de la Biélorussie. D'ailleurs, c'était pas le premier but, hein. Le but, c'était de faire survoler l'Ukraine par des mercenaires russes qui avaient été qui étaient des anciens combattants pro-russes au Donbass, histoire d'enrichir, je dirais, la corbeille de prisonniers de guerre de l'Ukraine afin de récupérer des soldats prisonniers chez les insurgés dans le Donbass. Et donc, on se brouille enfin, Loukachenko se brouille avec Moscou, il dit la Russie n'est plus un pays frère, c'est un partenaire, donc le ton monte, donc ça va démobiliser son électorat. Deuxième chose, il ne fait pas campagne. Hein, c'est la première élection présidentielle où Loukachenko va faire zéro concert, zéro meeting, bref, il est tellement sûr de lui et de sa victoire que il ne fait pas campagne. Et le troisième, ce qui fera dire d'ailleurs à l'opposition que Loukachenko ne pèse que 3% dans l'électorat parce qu'eux ont organisé un sondage internet qui lui donne que 3%. Et regardez, il y a tellement peu de gens qu'il ne peut même pas faire campagne. Donc ça, c'est un point qui est fondamental aussi. Et enfin, donc, l'opposition, après avoir mobilisé ses troupes, il va aussi, dans cette campagne, les chaînes Telegram vont propager des discours haineux vis-à-vis des partisans de Loukachenko, en disant que Loukachenko est un cafard et que ceux qui le soutiennent sont donc des cafards, que pour soutenir Loukachenko, les seuls qui soutiennent Loukachenko, ce sont les gens qui n'ont pas de cerveau, enfin bref, vous avez tout un langage de dénigrement des partisans du pouvoir. Hein, Nierkt a d'ailleurs cette chaîne Telegram, donc, qui opère depuis la Pologne, a un rôle vraiment, pour moi, c'est la radio mille collines de la Biélorussie, quoi, hein. Donc, les élections arrivent, et l'opposition, sachant qu'elle ne gagnera pas ces élections, pour tout un tas de raisons, eh bien, sachant qu'elle ne gagnera pas ces élections parce que Svetlana Tikhanovskaya, hein, franchement, même si c'est une candidate technique, elle ne s'est pas alignée 3 mots dans un meeting, et que d'ailleurs, la personne qui va se révéler dans cette campagne, c'est pas tant Svetlana Tikhanovskaya que Maria Kolesnikova, qui elle, a un discours politique très construit par rapport à la première. Vous avez donc l'élection en Biélorussie va être en fait, l'opposition, sachant qu'elle ne peut pas gagner l'élection, va utiliser en fait une technique pour les empêcher. Enfin, va faire dérailler le processus électoral. Voilà. Disons ça comme ça. Et elle va faire dérailler le processus électoral comment ? En appelant ses partisans à venir voter. Alors, du fait du coronavirus, etc., comme en Russie, on pouvait voter sur 4 jours en Biélorussie pour éviter les files devant les bureaux de vote et que les gens ne se contaminent pas entre eux. Les dirigeants de l'opposition vont dire officiellement et ouvertement à tout le monde, eh bien, vous ne venez voter que le jour de l'élection, l'après-midi. Ce qui va avoir un effet, c'est que ça va créer des files d'attente énormes devant les bureaux de vote jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, ce qui a pour résultat donc de créer ces files d'attente, de faire que l'opposition va commencer à dire sur ses chaînes YouTube et Internet et Telegram, regardez, on ne nous laisse pas voter, et
et quand les bureaux de vote ferment, vous avez encore des gens qui sont devant les bureaux de vote, et on ne sait même pas d'ailleurs s'ils ont voté ou s'ils n'ont pas voté. Ils sont mobilisés par l'opposition, ça se voit très très clairement. Et en plus, vous avez... et ces gens-là, donc, vont rester assemblés devant les bureaux, dire « c'est un scandale, regardez, on ne nous laisse pas voter ». On va faire du bruit, ils vont commencer à faire du bruit, à menacer les agents des commissions électorales, qui sont en train de siéger donc, dans les écoles, très souvent c'est comme en France, hein, les bureaux de vote sont dans les écoles, ou dans les administrations de kolkhozes. Et les gens donc, vont commencer à dire « c'est un scandale et tout, montrez-nous les procès-verbaux, vous n'avez pas le droit, l'élection est truquée, etc. » Et là, Loukachenko décide d'envoyer donc la police et les unités spéciales, ce qu'on appelle OMON, qui sont l'équivalent biélorusse des CRS. Et on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on envoie les policiers avec matraquer les gens pour disperser la manifestation, et puis on en arrête quelques-uns qu'on emmène au commissariat, et ensuite pour les relâcher le lendemain, comme on faisait d'habitude. Mais là, ça ne va pas se passer comme d'habitude, parce qu'à Minsk, et dans d'autres villes régionales, dans la grande banlieue de Minsk aussi, comme dans des villes comme Baranovichi par exemple, et dans les grands centres urbains, Brest, Grodno essentiellement, eh bien vous allez avoir les militants de l'opposition vont commencer à ne pas se laisser faire comme ils le faisaient d'habitude. Et on va commencer à balancer des cailloux et toutes sortes de projectiles sur les forces de l'ordre. On va commencer à vouloir libérer les camarades interpellés dans les fourgons de police, etc. etc. Et la température va monter assez vite, et la police rétablit l'ordre tard dans la nuit, mais elle y arrive, les manifestations terminent vers 2 h à peu près du matin. On arrête plusieurs centaines de personnes, et voilà. Et le lendemain, rebelote. Mais là, la température va monter très haut, va monter beaucoup plus haut, parce que les manifestants sont apparemment très préparés, ils ont reçu des consignes par les chaînes Telegram. D'ailleurs, le réseau internet mobile est hors service durant 3 jours, pour éviter la propagation de cela. Et pendant 3 jours, donc du dimanche soir au mercredi, vous allez avoir, au mercredi soir, vous aurez des manifestations qui vont monter en violence nuit après nuit. On aura des barricades sur la Niemiga, c'est-à-dire dans un quartier, je dirais, de la périphérie de Minsk. Vous aurez des cocktails Molotov qui seront jetés contre la police, qui va utiliser des grenades assourdissantes, du gaz, etc. Et on va avoir plusieurs milliers de personnes qui seront arrêtées, sur toutes les nuits, hein, plusieurs centaines par nuit. À la fin, ça commence à faire beaucoup de monde. Et un soir, et au bout de 3 jours, le mouvement s'arrête net. Et là va commencer, je dirais, la deuxième phase donc la première phase, ça a été cette opposition violente entre les forces de l'ordre et les manifestants de l'opposition. Et puis vous avez un deuxième soir, donc le jeudi, vous allez avoir les manifestations des femmes pour la paix, qui vont défiler avec des fleurs blanches, des robes blanches, et qui vont réclamer la libération des personnes arrêtées, qui vont réclamer la fin de la violence de la part de la police, etc. Et le pouvoir
Et ces manifestations vont devenir de plus en plus massives. On va avoir des usines d'État comme MAZ, qui est l'usine automobile de Minsk, qui fabrique des camions et des autobus, et puis vous allez avoir donc la Belaruskali, qui est la mine de potasse donc de Biélorussie, qui est grosso modo qui fait une grosse partie des exportations du pays d'ailleurs. Eh bien, ces entreprises d'État vont se mettre en grève parce que vous avez eu des ouvriers qui ont été arrêtés dans le tas de des arrestations massives qui ont eu lieu dans ou en marge des manifestations de l'opposition. Et donc, les manifestations vont être vraiment massives. Le dimanche, le 13 août, je crois, oui, ça doit être le 12 ou le 13 août, vous aurez la manifestation la plus massive de toute l'histoire de la Biélorussie. Grosso modo, en toute ville confondue, on doit arriver autour entre 800 000 et 1 million de manifestants. Donc, ce qui est énorme pour un pays de 10 millions. Et le pouvoir va décider donc de libérer les manifestants qui avaient été arrêtés. On va donc les libérer par vagues successives. Il va y avoir des récits d'exactions policières par les personnes qui ont été libérées. On parlera de torture, etc. Après, il y a eu beaucoup de fake news sur le sujet. Les tortures n'ont pas été aussi massives qu'on dit, et elles ont été en général d'ailleurs le fait des policiers dans les commissariats en fait, dans lesquels on les amenait, qui avaient sur la radio des nouvelles comme quoi tel collègue était à l'hôpital, etc., etc. Et aussi, il y a eu beaucoup de blessés chez les manifestants du fait que, un peu comme en France avec les Gilets jaunes, là, le mouvement a tellement été massif dans les premiers jours que la police biélorusse, qu'on appelle la milice là-bas, a dû racler les fonds de tiroir et envoyer au feu des gens qui font de la délivrance de passeports, des tâches de secrétariat, etc., auxquelles on a donné un casque, un bouclier, une matraque, et vas-y, va au maintien de l'ordre. Surtout d'ailleurs dans les villes de province. Alors que le maintien de l'ordre, c'est un métier dans la fonction policière. Bref, vous avez... Et donc là, l'opposition est à son zénith. C'est-à-dire qu'il va capituler sur l'effroi de la société biélorusse devant la violence policière, devant les exactions policières même, faites par le pouvoir. Et puis, le pouvoir va se reprendre. Le pouvoir est un peu groggy la première semaine, il ne sait pas comment faire. La répression, apparemment, au bout du 3e jour, ça ne marche pas. On arrête de jouer du bâton, donc les rues commencent à se remplir par les partisans de l'opposition. Et Loukachenko va décider d'avoir une stratégie en 3 temps même. Premier temps, il va appeler Moscou. Il va appeler Vladimir Poutine, parce qu'il voit que le système sécuritaire est à 2 doigts de perdre le contrôle de la situation. Et Vladimir Poutine va répondre en disant je mets à disposition de la Biélorussie, dans le cadre du traité sur la sécurité collective, qui est un accord de défense qui inclut la Biélorussie. Je mets à disposition de la Biélorussie 20 000 policiers, gendarmes russes, au cas où, pour les aider à rétablir l'ordre, si la situation devenait insurrectionnelle. Il faut savoir que c'est l'article 2 du traité de sécurité collective qui le permet. C'est-à-dire si un État membre demande l'assistance, parce qu'il a une menace sur sa stabilité, eh bien,
les États membres du traité de sécurité collective doivent l'assister. Donc Vladimir Poutine met à disposition ses moyens, enfin décide de la création de cette réserve à la frontière de la Biélorussie, et qui interviendra au cas où. Et je pense que cette information va être transmise aux leaders de l'opposition, ce qui montre pourquoi ils ne vont pas pousser plus loin leur avantage. Parce que lorsque vous faites défiler 1 million de personnes, qu'il n'y a pas de traces de policiers dans les rues à Minsk le 15 août, le 13 août, Maria Kolesnikova, qui était la leader de l'opposition qui restait, aurait très bien pu dire on prend le palais du gouvernement, on prend le palais présidentiel. Voilà, il y avait techniquement rien qui aurait pu les arrêter. Or, ils ne le font pas. Et je pense qu'ils ne le font pas parce que l'ambassadeur russe a trouvé un canal pour leur dire que si vous faites ça, nous on interviendra. Et on a tous les fondements juridiques pour intervenir. Ça ne se passera pas comme en Ukraine. Donc ça, c'est une première réaction. La deuxième réaction, bien sûr, d'Alexandre Loukachenko, c'est de mobiliser ses partisans. Ce qu'il va faire donc durant toute la semaine du 13 au 20. Vous allez avoir des meetings. Il va commencer dans son Heartland, dans l'endroit qui est son cœur électoral, qui est l'est du pays, les régions de Mogilev et de Gomel, donc, où aux élections de 1994, donc les seules élections démocratiques de la Biélorussie, il rassemblait plus de 85% des voix, donc là c'est le cœur de la Loukachenki, je dirais, et donc les loukachistes vont se rassembler, on va faire des meetings de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes dans ces villes-là, etc. Et Loukachenko va montrer que Sacha 3%, donc Sacha c'est le diminutif d'Alexandre, Sacha 3%, non, je pèse beaucoup plus que 3% de l'électorat, je suis encore majoritaire, et si je ne suis plus majoritaire, même si je suis plus majoritaire, j'ai quand même une forte base sociale. Deuxièmement, les grèves vont être stoppées parce que Loukachenko va mettre les points sur les i avec les ouvriers, il va leur dire c'est très simple, moi je suis le seul qui peut vous garantir le maintien de vos emplois, parce que si les gens du camp d'en face arrivent au pouvoir, vous voyez, regardez ce qui s'est passé en Ukraine, et vous allez comprendre très vite. Et effectivement, cette pédagogie va avoir son effet, étant donné que les grèves vont s'arrêter à partir du moment où les ouvriers interpellés vont être libérés. Il n'y aura plus de motif, je dirais, pour continuer la grève, et la grève va s'arrêter vraiment, pareil, assez nettement dans la deuxième semaine. Et enfin, donc vous avez la troisième étape, c'est que Alexandre Loukachenko va annoncer une sortie politique de la crise maîtrisée, par une modification de la Constitution visant à un peu parlementariser le régime, à redonner des pouvoirs notamment donc, au Parlement, et à décentraliser aussi le régime, à redonner du pouvoir dans les pouvoirs locaux. Et enfin, à l'issue de cela, il y aurait une élection parlementaire, puis présidentielle. Donc ça, c'est la politique pour désamorcer le conflit. C'est une solution d'ailleurs dont on sait aujourd'hui qu'elle a été largement soufflée par Vladimir Poutine dans les conversations téléphoniques entre les deux leaders. Donc, à partir donc de cette deuxième semaine, je pense que à partir du 20 août, l'affaire a été dans le sac, je dirais, pour Loukachenko. D'ailleurs, on le voit bien, le nombre de manifestants baisse régulièrement. Donc, les manifestants qui manifestaient tous les jours dans les 2 premières semaines de conflit, vous aviez, je dirais, plusieurs centaines de milliers de personnes les samedis, dimanches, et puis vous aviez 10 000, 20 000 personnes en semaine qui se réunissaient place de l'Indépendance.
eh bien, à partir du 20 août, c'est-à-dire à la fin de cette contre-offensive du régime, eh bien, les rassemblements en semaine ont presque disparu et les manifestations de masse du samedi-dimanche sont de moins en moins suivies. On voit, voilà, cette semaine, c'est donc, donc le 3 octobre, je crois, voilà, vous aviez vous aviez quelques centaines de manifestants maximum dans les grands centres urbains de province, et vous aviez maintenant quelques dizaines de milliers de manifestants à Minsk, ce qui est encore beaucoup, mais ce qui est beaucoup moins que la marée humaine qu'on a vue du mois d'août. Donc voilà pour la peinture, je dirais, pour vous peindre un peu le tableau de la situation telle qu'on la voit actuellement. Alors, Alexandre Loukachenko a annoncé qu'il va y avoir des consultations donc, pour cette nouvelle constitution qui vont s'échelonner jusqu'au mois de décembre. Et sûrement les nouvelles élections auront lieu d'ici au printemps prochain. À peu près, je pense que le timing va être à peu près celui-là, sachant que la nouvelle constitution, bien sûr, devra être adoptée par référendum. Alors, du côté de l'opposition, le président Loukachenko a aussi relativement bien joué, étant donné que les représentants de l'opposition, voyant que l'assise populaire s'était fritée de semaine en semaine, ont commencé à se dire qu'est-ce qui va se passer pour nous? Alors la plupart ont décidé de fuir à l'étranger. Vous avez l'ancien ambassadeur de Biélorussie à Paris, qui d'ailleurs quand il était à Paris prenait un malin plaisir à ne jamais dire un mot de russe, qui bizarrement depuis la Révolution se met à faire des interviews en russe à peu près avec tous les médias. Donc Pavel Latouchka est exilé à Varsovie. D'ailleurs, il a été ambassadeur de Biélorussie à Varsovie, ça a été son premier poste diplomatique. Donc, on voit à peu près pour qui il travaille. Vous avez donc les autres membres de ce qu'on appelle le Conseil de coordination, qui a été le regroupement des forces d'opposition autour de Svetlana Tikhanovskaya. Les dirigeants se sont mis à partir à l'étranger les uns après les autres. La première étant Svetlana Tikhanovskaya, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi elle est partie, parce que apparemment il y aurait une rencontre entre elle et des officiers du KGB le lendemain de l'élection, et que suite à cela elle est partie, mais on ne sait pas. Mais elle a des propos assez confus sur ses motivations pour quitter le pays. Elle a été prise en charge par le gouvernement lituanien, qui a fait d'elle une star de la politique européenne. Elle a été reçue par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, elle est avec Angela Merkel. Elle a été reçue par Josep Borrell, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et puis, voilà, elle est un peu la rockstar de l'Occident. Quand vous voyez ses discours, elle lit toujours un prompteur, donc c'est assez désagréable. J'ai vu une audition de la Commission des Affaires étrangères, d'ailleurs, du Parlement européen, donc où elle était auditionnée, et en fait, elle est venue juste dire un discours, et elle ne répondait pas aux questions des parlementaires comme c'est l'usage, parce qu'elle en est complètement incapable. Voilà, je dirais que les féministes devraient être outrées par cela, parce qu'on a un exemple typique de femme-objet, là, pour le coup. Maria Kolesnikova a tenté de fuir, ou bien on ne sait pas si on a tenté de la forcer à fuir, ou bien vous avez des thèses différentes et contradictoires là-dessus, on n'en a pas encore le fin mot, en Ukraine. Et elle n'a pas pu franchir la frontière. Elle a été arrêtée par les gardes frontières biélorusses qui l'ont mise en prison pour violation, pour violation de frontières. Et puis vous avez donc les autres dirigeants, pareil, la plupart des autres dirigeants ont quitté le pays.
Et de toute façon, ce conseil de coordination n'a jamais eu aucune prise sur les événements. En fait, on le voyait très bien. Les manifestants, ce mouvement avait un aspect assez, entre guillemets, gilet jaune, c'est-à-dire que les manifestants n'étaient d'accord que sur une chose, hein, Loukachenko doit partir. Quand vous leur posez les questions, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'il part, ben, on ne sait pas. Les gens du conseil de coordination n'étaient pas d'accord entre eux sur le futur de la chose. Et moi-même, quand je parlais à des responsables ou à des personnalités de l'opposition et que je leur disais, bon, ok, Loukachenko dit demain je démissionne. Bon, vous avez encore une constitution dans ce pays, oui. Et dans la constitution, celui qui doit prendre le relais, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est un homme à Loukachenko. Oui, mais lui, on n'en veut pas. Ok, bon, alors, ok, on n'en veut pas, il démissionne. On prend le 3e sur la liste, c'est la chef, donc c'est la présidente du Conseil de la République, le Sénat biélorusse, si vous préférez. Madame, je crois, elle s'appelle Bokova, je crois, qui est l'ancienne chef de l'administration présidentielle d'Alexandre Loukachenko. Ouais, elle non plus, on n'en veut pas. Ok. Le président du Parlement, alors, ce qui est aussi un loukachiste endurci. Non, mais lui non plus. Et donc, vous passez en fait tout le rayon des représentants, fonctionnaires, députés, etc. Il disait, ben, il faut qu'ils s'en aillent tous. Donc voilà, c'était donc l'opposition n'avait qu'une chose à proposer, c'était l'anarchie dans le pays. Bon, moi je veux bien, hein, c'est pour l'avenir radieux, mais c'est un peu court comme chose. Donc l'opposition est partie sur une volonté insurrectionnelle, mais pas de plan, je dirais, d'établissement d'un nouveau pouvoir. Donc ça aussi, ça a joué beaucoup dans le dépérissement rapide du mouvement, parce qu'il n'y avait pas d'issue politique. Et que dès que vous posiez une question sur des sujets qui fâchent, eh ben vous n'aviez pas de réponse. Et la langue russe. Les membres du conseil de coordination disaient « Vous n'avez pas une autre question, là ?» Oui, et la relation avec la Russie. Non. Donc, dès que vous aviez... Non, Loukachenko doit partir. Oui, bon, ouais. Et enfin, dans ce conseil de coordination, vous aviez des personnalités très clivantes, qui étaient dont Svetlana Alexievitch, la prix Nobel de littérature biélorusse, mais elle aurait dû avoir le prix de la russophobie, ça aurait été plus rapide, parce qu'elle a multiplié les déclarations, elle a soutenu ouvertement le pouvoir post-Maïdan en Ukraine. Elle a applaudi à l'assassinat du journaliste pro-russe ukrainien Oles Bouzina. Enfin, elle est connue comme étant une russophobe de première grandeur. Donc, Donc, on a mis des personnalités très clivantes dans ce conseil de coordination qui était censé être un organe ouvert et inclusif. Donc, l'opposition a eu ça. Et puis, ce mouvement, en fait, il a montré une chose aussi, c'est que c'est bien les mouvements par Internet, hein, cette chaîne Telegram Nierta, qui a plus de 2 millions, je crois, de suiveurs, arrivait à organiser les manifestations à distance depuis Varsovie, et puis, mais elle a connu une dérive, c'est que elle a commencé à dire tous les gens qui soutiennent le régime sont des salopards, sont des fascistes, sont des nazis, etc. Et donc on doit faire la liste, prendre leur adresse, leur numéro de téléphone, les dénoncer, etc. Et vous avez eu donc le chef de la police, je crois, Mokyliov, qui a eu sa maison incendiée. Vous avez eu une journaliste de la télévision d'État biélorusse qui a eu sa voiture incendiée. Vous avez eu des policiers qui ont eu sur leur porte de taguer « salaud, fasciste, on te retrouvera », etc. Et donc, ça a donné... les Biélorusses, qui sont des gens qui sont attachés à l'ordre et qui sont un peuple très pacifique, étant donné qu'ils ont vécu... les 2 guerres mondiales se sont passées à l'Est sur leur territoire. Enfin, on a marché sur leur territoire à chaque fois.
Et donc, ce sont des gens qui... La paix sociale et la paix civile, c'est quelque chose de très important pour eux. Là, ils ont pas du tout apprécié. Et puis, en plus, la révolution par Internet, c'est bien, mais ça ne permet pas de construire un rapport de force politique. C'est aussi le constat que je fais. C'est-à-dire que ben, la révolution par Internet, comment dire, croire qu'Internet va pouvoir... que les communautés Internet vont pouvoir changer les régimes politiques et permettre de construire des alternatives politiques à un régime en place, c'est complètement une illusion. Et donc, l'exemple biélorusse vous montre très bien que si vous n'avez pas une organisation politique sur le terrain à l'ancienne, dans le cadre de l'ancien monde, je dirais, hein, si vous n'avez pas une organisation politique qui encadre, qui sécrète des cadres, qui sécrète de l'idéologie, qui sécrète du contenu politique et un ordre du jour clair, eh bien, vous avez fait de la contestation, vous mettez des personnes dans la rue, mais ces personnes n'arrivent pas à changer les choses et à changer le pouvoir. Voilà. Et puis en plus, l'exemple biélorusse nous montre que face à un pouvoir déterminé et qui en a rien à faire de l'opinion publique internationale, ben, vous perdez à tous les coups. Donc voilà un peu les leçons de cette crise qui en est, je pense, qui est à la fin de son commencement, mais qui va durer encore, je pense, une bonne année.